Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette invitation, spécialement à Martin pour l'organisation de cette remarquable réunion. Je vais me concentrer sur l'expérience en Europe utilisant ces analogues. C'est quelque chose qui change beaucoup. Vous savez que l'Europe est très petite, beaucoup plus petite que le Canada, et où il y a énormément de pays différents, différentes opinions, et il est donc impossible en 35 minutes de résumer les opinions de l'Europe en entier. Alors je vais me concentrer sur ce qu'il y a de mieux en Europe, et ce qu'il y a de mieux en Europe, c'est bien sûr le centre de l'Europe. Alors ce sont les montagnes, et les montagnes ça veut dire la Suisse. Alors je vais vous donner quelques expériences avec la thérapie radionucléide des récepteurs de la peptide en Suisse. Alors les peptides radiomarqués. À Basel, en Suisse, c'est le seul endroit où cette thérapie est faite. Alors je vais parler de l'expérience de la ville de Basel. Basel est une petite ville, 200 000 habitants sur la partie nord de la Suisse, très industrielle, le long de la rivière du Rhin. Et vous pouvez voir l'hôpital universitaire sur cette photo, de grands bâtiments, et je vais vous montrer plus tard notre département de la médecine nucléaire. Et maintenant, j'aimerais commencer avec le sujet des tumeurs neuroendocrines, et vous en avez entendu beaucoup dans la session du matin, également la personne qui a parlé avant moi. Et j'aimerais aller quand même assez rapidement. Donc, alors l'incidence, qui est très intéressant, c'est que c'est très bas, 2,5 nouveaux patients pour chaque 100 000 habitants, et le prognostic est quand même très bon. Et les tumeurs neuroendocrines, on les appelle également des tueurs très lents. Ça croît, mais ça croît quand même très lentement. Et le plus important, c'est la phrase qui vient de la Société neuroendocrine nord-américaine. Si vous ne le suspectez pas, vous ne pouvez pas l'attaquer. Et je crois que c'est très important pour les médecins de se rappeler de cette phrase. Alors, au sujet de la classification histologique, il y a une session durant le cours de la matinée. Je ne veux pas répéter tout ce qui a déjà été dit, mais j'aimerais quand même indiquer le point numéro 3, c'est-à-dire les tumeurs neuroendocrines, normalement, expriment trop les récepteurs de somatostatine. Et nous pouvons, utilisant des analogues de la somatostatine, on peut les cibler et faire des images et donc mener à une thérapie pour les patients qui souffrent de tumeurs neuroendocrines. Vous êtes tous conscients des symptômes, et encore une fois, ça vient de l'organisation nord-américaine des tumeurs neuroendocrines. Ils disent que tous ces symptômes pourraient signifier le cancer carcinoïde, et la majorité d'entre nous ici seraient d'accord que tous ces symptômes ne sont pas des symptômes spécifiques, et c'est le problème le plus important avec le diagnostic des tumeurs neuroendocrines, parce que nous n'avons pas de symptômes cliniques clairs qui nous permettent de pouvoir découvrir la tumeur. Seulement, chez les patients qui ont un syndrome carcinoïde malin, qui donc ont des respirations sifflantes, des rougeurs, bon, ce sont des symptômes importants qui devraient donc être des indicateurs et mener au diagnostic. Maintenant, encore une fois, si on ne le suspecte pas, on ne peut pas l'attaquer. Très important de le garder en tête. Maintenant, par rapport à la thérapie, alors la chirurgie a un travail préliminaire à faire, et habituellement la majorité de la tumeur donc sont découvertes par les chirurgiens. Aussi, la tumeur est découverte également par les médecins
qui voit le patient la première fois après la chirurgie. Après la chirurgie, normalement, on commence une biothérapie utilisant des analogues de somatostatine et l'interféron maintenant n'est plus à la mode à cause du manque de preuves et à cause des effets secondaires. Et qu'en tant que thérapie de troisième étape, nous recommandons la thérapie radiopeptide utilisant des analogues de somatostatine. Il y en a deux qu'on utilise, Dotatoc et Dotatate, et je vais vous montrer plus tard ce que ça veut dire que ces abréviations. Alors, chez les patients qui ont des tumeurs avec un comportement très agressif, avec un index de Ki 67 très élevé, la chimiothérapie peut être utilisée. Vous en avez entendu parler déjà. Maintenant, la somatostatine, comme ça a été mentionné il y a 2 minutes, tout le monde chez nous, nous tous nous produisons de la somatostatine. C'est un peptide qui est créé dans le pancréas, mais parce que c'est un laps de vie qui est très court, c'est difficile à voir pour la thérapie. Alors, ce sont des somatostatines avec 8 acides aminés que l'on connaît comme le nom de octréotine, et ça a été présenté en clinique il y a une 20aine d'années et qui a été synthétisé dans le centre par le Dr Flash, et son nom, comme vous le savez tous, c'est la sacrostatine. Alors, ça peut être retracé et en fait, on va les radiomarquer avec un DTPA, et il est disponible de manière commerciale. Alors, il s'appelle DTPA Octreotide ou Octreoscan, qui est utilisé à travers le monde pour le diagnostic des tumeurs neuroendocrines. Alors, DTPA, ce n'est pas bon pour pouvoir isoler les isotopes de bonne manière. Et à cause de cette raison, nous avons donc remplacé le DTPA. On a remplacé le DTPA par le DOTA. Et le DOTA, c'est également curatif, mais ça veut dire que le DOTA a une meilleure propriété de pouvoir rattraper donc, les radiométaux comme Ilium, Gatrum, que je vais vous montrer plus tard. Également, nous avons remplacé la phyloanaline par la chirosine, et nous avons maintenant ce composé qui s'appelle le Dotatoc. Alors, le OC, c'est pour l'octrotine, le T pour la tyrosine, et le DOTA, ça veut dire chelator. Et dans ces molécules, on peut placer des émetteurs, si on veut avoir un diagnostic, ou un émetteur bêta, alors des isotopes qui émettent ce genre de choses pour la thérapie. Et ici, vous pouvez voir la structure radiographique de l'I-DOTA, donc de cette molécule, et vous pouvez voir qu'en plein milieu, ici, voici ici, c'est rattrapé dans cette cage. Alors, c'est très, très, très important parce que, disons, par exemple, que 1% de la radioactivité ne restera pas bloqué dans la cage, eh bien, le patient va souffrir d'effets secondaires très, très, très sévères parce que les métastases sont donc bloquées à l'intérieur de l'os. Alors, il est très important d'avoir mon chimiste et de s'assurer que la préparation et que le radiomarquage de ces composés soit à plus de 99,9%. Cette étape a déjà été montrée également. Elle montre les 5 types de récepteurs différents. Alors, vous pouvez voir donc que l'octréotide, vous pouvez voir la TYR3 octréotane a
une affinité plus importante avec la somatostatine que l'on retrouve le plus avec les tumeurs, et c'est la raison pour laquelle nous utilisons le DOTATOC donc, et non pas le DOTATAPE, parce que nous croyons que nous avons une plus haute affinité avec les cellules de tumeur. Alors notre produit c'est un peptide, alors c'est un analogue de somatostatine qui est donc relié à la cage, et à l'intérieur de la cage on peut mettre l'isotope comme je vous l'ai déjà dit, et on injecte cette substance au patient, et c'est le DOTATOC qui trouve sa cible, qui sont donc les récepteurs de somatostatine. Et comme vous avez vu ce matin, les récepteurs de somatostatine se retrouvent sur l'avant de la cellule. Partout où vous pouvez le voir, ici où il y a une coloration brunâtre, ça c'est la réaction entre le DOTATOC et les récepteurs de somatostatine qui sont sur la surface cellulaire. Alors jusqu'à maintenant, c'est très bien, mais la prochaine étape en est également une de grande importance. C'est l'étape où le composé en entier, la cible de récepteur, le composé donc, est donc internalisé au sein de les cellules, et elle reste dans les cellules et irradie les cellules dans l'espace intérieur des cellules. Alors ici, vous avez l'internalisation de la somatostatine qui est fait donc par l'immunofluorescence. Vous pouvez voir que c'est la somatostatine 28, et pour la octréotide, eh bien, vous pouvez voir que nous avons l'internalisation et que le composé définitivement se retrouve dans le centre de ces cellules, et si cette substance radioactive est irradiée, les cellules elles-mêmes et les cellules qui entourent cette cellule ont donc attrapé la composante. Alors, la prochaine étape, c'est l'imagerie. Vous en avez déjà entendu parler. Alors, on l'utilise, et j'aimerais également mentionner un émetteur de PEP qui est le gallium 68, et maintenant c'est ça qu'on utilise pour le diagnostic et pour le suivi. Nous utilisons le gallium 68 DOTATOC. L'avantage, c'est que nous avons une accumulation plus élevée des tumeurs plutôt qu'à travers le tomodensitogramme d'octréotide que vous avez déjà vu. Et donc voici les images que vous pouvez voir utilisant le gallium DOTATOC PEP. Et partout où il y a une accumulation, partout où on a une prise, eh bien attendez-vous à ce que la glande pituitaire présente des métastases, des tumeurs neuroendocrines. Alors, mon expérience, c'est que le gallium 68 DOTATOC PEP est en ce moment la meilleure modalité et la moins chère sur la manière de diagnostiquer et de trouver même de petites métastases dans les tumeurs neuroendocrines. Et le TEP est normalement combiné avec le domosdensitogramme, et c'est assez difficile de trouver dans le TEP. Alors que si vous le combinez avec le domosdensitogramme, eh bien vous pouvez facilement découvrir. Alors voici le tomodensitogramme, et voici la tomographie par émission de positons, et vous pouvez voir que le patient est donc infecté. Alors pour le DOTATOC, nous remplaçons le gallium par des isotopes radio qui émettent B. On a deux isotopes, on a le yttrium 90 et le lutetium 177. Vous avez entendu à Uppsala et également à Rotterdam, c'est majoritairement le lutetium qui est utilisé, et nous utilisons de manière préférentielle, nous utilisons le yttrium. La raison pour laquelle nous utilisons le yttrium, eh bien, c'est que
Ça peut durer environ 3 jours et spécialement une énergie beaucoup plus importante de l'yttrium si elle est comparée avec le lutetium. Alors c'est 6 fois plus élevé en termes d'énergie, l'énergie des particules. Alors nous avons une activité biologique beaucoup plus élevée dans ce cas-là. Nous avons commencé avec la thérapie il y a 13 ans, en octobre de l'année 1996, et jusqu'à maintenant, nous avons traité presque 1500 patients, des patients qui viennent de partout du monde, qui viennent nous voir à Basel. Et nous utilisons le DOTATOC. Nous n'avons jamais changé notre molécule. Ici, vous pouvez voir, encore une fois, l'hôpital universitaire. Et voici une vue de notre salle thérapeutique. Les salles ne sont pas dans des cellules, dans un sous-sol. Ce n'est pas vrai. Comme vous pouvez voir, on a des vues. On se retrouve ici au 5e étage et les patients peuvent avoir une vue donc sur les jardins de l'hôpital. La procédure. Nous appliquons un montant assez important d'activité par surface métrique corporelle, et parce qu'on utilise l'yttrium, le patient doit venir habituellement seulement 2 fois. Alors vous avez entendu dire que si on traite le patient avec le lutetium, il faut appliquer au moins de 6 à 8 cycles. C'est beaucoup plus pratique pour le patient de venir et d'utiliser donc l'yttrium. Et comme bien sûr tous les groupes, nous faisons une protection des foies, alors on leur donne des infusions d'acides aminés. Le seul problème avec la thérapie, c'est que la thérapie n'est disponible qu'à Basel. Nous n'avons pas le droit de vendre le DOTATOC à d'autres endroits. Nous avons le droit de le faire en tant que préparation à l'interne, ce qui veut dire que le patient doit venir nous voir. Il n'est donc pas possible pour nous de le transférer à l'étranger. Et j'aimerais vous montrer les images qui ont été prises d'un patient qui vient du Canada. Il est arrivé de Vancouver pour venir nous voir. C'est un photographe professionnel. Et si vous allez dans l'exposition ici juste à côté, vous allez voir une photo qu'il a prise, une photo du parc de Yosemite en Californie, et je vous conseille de l'acheter, cette image, parce que premièrement, il est très sympathique, et deuxièmement, c'est un excellent photographe, et il a pris sa première photographie à Toronto alors qu'il voyageait jusqu'à Basel, et ici, c'est une photo qu'il a prise lorsqu'il était en train d'atterrir. Il a développé un genre de photographie assez spécial. Il m'a expliqué comment il fait les photos et je n'ai rien compris. Mais j'ai inclus une image, ici une photo qui vous montre le centre-ville de Basel. On aime bien les choses un petit peu vieilles, nous. Alors, on aime bien les tramways qui passent à travers la ville, mais dans certains endroits, comme ici, c'est la mairie. Et, encore une fois, une autre photo qui a été prise par lui lors de son séjour dans notre salle, avec vue sur le jardin. Et lors de la deuxième journée, lorsque la thérapie avait déjà été faite, voici une photo du jardin de l'hôpital, et voici donc notre département, comme je vous l'ai dit, au 5e étage, et nous pouvons traiter 8 patients à chaque semaine. Et après la thérapie, si la thérapie fonctionne bien, le patient peut sortir et visiter la ville de Basel, il peut traverser la rivière, le Rhin, et peut donc prendre des marches sur le pont. Et même s'ils restent un petit peu plus longtemps, ils peuvent visiter des musées ou aller au fameux jardin zoologique de Basel. Et ensuite, lors de la 3e ou 4e journée, ils peuvent retourner chez eux. Et voici donc la photo qu'il a prise de l'aéroport de Zurich pour Toronto. Maintenant, j'arrive à la partie qui vous intéresse,
pour la majorité et ce sont nos résultats. Alors nous divisons nos résultats en deux groupes importants. Un groupe, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Et nous évaluons nos patients et nous avons vu que spécialement chez des patients qui ont des syndromes carcinorines et qui souffrent de diarrhée, de rougeur et d'asthme, la majorité de ces patients, après 2 cycles de thérapie d'Otatok, ont une grande amélioration. Et la deuxième amélioration de la qualité de la vie est bien sûr chez des patients qui ont des douleurs venant des métastases des os ou bien du foie, ou bien des tensions des capsules. La majorité des patients, comme vous pouvez le voir, plus de 70% ont donc une réduction dans leur douleur, où ils peuvent même des fois arrêter de prendre des médicaments contre la douleur. Et le deuxième groupe, c'est le groupe de cytoréduction, ce qui veut dire est-ce que la tumeur répond? Comment est-ce que la tumeur réagit à notre thérapie? Et nous avons vu, comme la majorité des groupes en Europe qui font cette thérapie, chez quelques patients, de 5 à 10%, on a une rémission complète, c'est majoritairement inhabituel, une rémission partielle chez 15 à 20% des patients, une stabilisation de la maladie, de la progression chez la majorité de nos patients. Il y a encore de 15 à 20% des patients qui sont progressifs. Malgré la thérapie, je vais vous montrer plus tard pourquoi c'est le cas. Maintenant, un des résultats positifs. Ici, vous avez le résultat positif d'un patient qui a une implication du foie. Et après quelques semaines, vous voyez que la plupart des métastases ont disparu. J'aimerais maintenant vous montrer une étude de cas. Une femme de 28 ans, diagnostiquée une année auparavant avec une tumeur très différenciée, une tumeur endocrine du pancréas. Elle a été traitée en premier à Paris par chimiothérapie, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ensuite, à cause de la progression de la maladie, elle est venue à Bâle. Et on peut voir ici sa tumeur primaire, ici également, on peut voir une grosse accumulation dans la glande thyroïde et dans les muscles derrière ces globes oculaires, et également accumulation dans le cerveau. Et sa fonction thyroïde était complètement normale. On a également pratiqué une biopsie de la thyroïde. Il y avait une tumeur, et quand elle est venue nous voir, en août, elle a été traitée à l'yttrium d'Otatok, et la journée après la thérapie, on a pu confirmer la présence de toutes les métastases ici dans les méninges, dans les muscles derrière les globes oculaires, dans la thyroïde, et certains métastases dans les côtes. 2 mois plus tard, au cours de la deuxième traitement à l'yttrium, toutes ces métastases étaient disparues. Vous pouvez voir ici, et grâce à un scan, une tomographie assistée par ordinateur, on peut voir de la concentration dans les muscles orbitaux avant la thérapie. Et ensuite, on peut voir que ces métastases ont été éliminées par une seule dose de thérapie au Otatok. 2 autres réaction de la tumeur selon les critères de l'OMS qui montrent des réactions positives dans presque 80-85% des cas, et nous avons entre 15 et 20% des patients qui ne répondent pas et qui montrent une progression de la maladie en dépit de la thérapie. Nous sommes présentement on avait d'évaluer le temps de survie de 632 patients,
Traitement total de 632 patients. Le temps de survie, on a pu voir que dans les premiers 100 patients, on avait atteint 62 mois de survie, qui est à peu près le double du soi-disant contrôle historique ou moyenne historique qui avait été réalisé avant l'introduction de la thérapie au Dotatoc. Donc, des résultats surprenamment bons. Maintenant, nous évaluons tous les patients, mais nous évaluons aussi les patients selon le type de maladie, selon le type de tumeur. Et ici, je vais vous montrer un exemple. Ici, un patient atteint de paragangliome et de Ferro. Et ici, on peut voir un patient qui souffrait d'un énorme paragangliome qui était inopérable. Et voici les résultats. Pour les paragangliomes, de 70% des patients réagissent bien à la thérapie. Et le temps à la progression de la maladie, qui est un autre paramètre important pour analyser les résultats d'une thérapie donnée. Le temps avant la progression était plus grand que 17 mois. La plus grande réaction a été de plus de 45 mois avant la progression de la maladie. Pour les patients avec un gastrinome, nous recommandons non seulement un suivi, mais aussi l'estimation du niveau de gastrine dans le sang. Et vous voyez ici un patient de 23 ans, lorsqu'il s'est présenté avec ses tumeurs. Ça, c'était en juillet 2003. Il a été traité avec 2 cycles de Dotatoc et 6 ans plus tard, il est toujours libre de toute tumeur. Et le niveau de gastrine est dans une fourchette de résultats normaux. Les gastrinomes sont donc d'autres types de tumeurs qui réagissent bien à la thérapie au Dotatoc et que nous recommandons. Évidemment, on doit recommander un suivi du niveau de gastrine chez ces patients. Maintenant, pour être capable de prévoir quels patients vont bien réagir, on a tenté de déterminer quels étaient les facteurs prédictifs. Ces facteurs sont définitivement la capacité de la tumeur à absorber le radioisotope et des tumeurs de stade 2, les tumeurs de type 2 ont des absorptions à peu près le même qu'un foie en bonne santé, et le stade 4 absorbe davantage qu'un foie en bonne santé ou que l'absorption par les reins de l'yttrium radioactif. Et si vous comparez ces patients, et on a de très bons résultats thérapeutiques chez des patients qui ont une tumeur au stade 4. Nous avons des résultats qui sont bons, mais sans plus avec des tumeurs au stade 3. Nous avons des résultats modérés, sinon plus faibles, avec des tumeurs de stade 1 et 2, car la tumeur absorbe moins le radioélément. Dans la plupart des patients au stade 1 et 2, la plupart ne seront pas traités par thérapie au Dotatoc. Nous avons fait 2 études pour voir si on ne pourrait pas ou s'il ne faut pas traiter ces patients. Je vais vous montrer brièvement les résultats de ces études. Ce sont des études qui avaient des cancers de la glande thyroïde des différenciés qui ont été traités à l'iode 130 et qui ne réagissaient plus à la thérapie en question. Et nous avons
évalué la réaction de ces patients en estimant leur niveau de thyroglobuline. Il s'agit d'un marqueur de l'activité de la thyroïde. Et après la première thérapie, on a regardé si la thyroglobuline, si le patient enregistrait la thyroglobuline ou pas. On a vu qu'il y avait une absorption très faible de thyroglobuline. En fait, il y en a même un tiers qui montre une décroissance. Et la première analyse statistique nous a démontré que les patients qui réagissaient, c'est-à-dire dont la thyroglobuline diminuait, obtenaient des temps de survie longs de 42 mois comparé à des temps médians de survie de 13 mois pour les patients qui ne réagissaient pas. Et on avait fait le même genre d'étude pour des patients avec un cancer médulaire de la thyroïde. Et le paramètre de succès ici était la manière dont ces gens réagissaient à la calcitonine. On mesurait leur niveau de calcitonine avant et après. Et lorsque les patients absorbaient peu, eh bien, un tiers des patients avaient une diminution de calcitonine. Et encore une fois, ces patients montraient une survie plus longue, un temps de survie plus long que les patients qui n'avaient pas une réaction au niveau de leur calcitonine. Donc même les patients qui absorbent peu, dont la tumeur absorbe peu, on peut utiliser des traitements et ensuite utiliser d'autres marqueurs pour déterminer si le patient a bien réagi ou pas réagi du tout. Le deuxième paramètre, pour les patients qui n'ont pas de marqueur de tumeur, on mesure l'efficacité de notre thérapie, en examinant le ratio d'absorption en général. Et lorsqu'on a une diminution de l'absorption générale ou d'arrière-plan, entre les deux thérapies, on est capable d'estimer l'efficacité. Donc, on fait le suivi de nos patients au cours de la thérapie même. Maintenant, pour les 15% qui ne réagissent pas, dont la tumeur ne réagit pas, eh bien, la raison tient à la biologie de la tumeur elle-même. Ici, dans cette colonne, vous pouvez voir une tumeur qui est très homogène. Ces récepteurs de somatostatine sont répartis uniformément et de l'autre côté, vous avez une tumeur qui est très inhomogène dans la distribution de ces récepteurs. Et voici la partie où on exprime des récepteurs de la somatostatine et les autres n'expriment pas de récepteurs. Et si nous traitons ce patient ici dans la première colonne, ils auront une excellente réponse, et l'autre, non. Parce que c'est seulement la partie où il y a des récepteurs qui va réagir au traitement, et l'autre partie va continuer à croître. Il est donc très important d'obtenir ce résultat histologique auparavant. Mais dans de rares cas, nos patients sont arrivés avec ce type d'examen ou de résultat histologique. Maintenant, à présent, nous faisons à la fois une scintigraphie octéotrique et une scintigraphie au FDG durant le séjour à l'hôpital. Pour résumer, si on trouve un patient avec un haut taux d'absorption de FDG, nous savons que ce patient aura un prognostic négatif et on va recommander que ce patient soit traité non seulement d'autotoc, mais aussi à l'aide de chimiothérapie afin d'améliorer son temps de survie. Un autre mot à propos des effets secondaires. Toute thérapie qui est efficace a des effets secondaires. Voici une tomographie qui montre l'accumulation du autotoc et vous voyez que c'est dans la rate et dans les tubulures des reins. Et donc il faut s'attendre à de la lymphopénie qui persistera chez la plupart des patients. Il faut aussi s'attendre à trouver des problèmes au niveau des reins. Il faut évaluer la fonction rénale grâce à la mesure de la créatinine. Et dans la plupart des patients,
ils verront une augmentation de la créatinine après la thérapie. Mais habituellement, ce niveau de créatinine va rester à l'intérieur des plages normales. Ce qui est dans un milieu hospitalier serait en bas de 120 millimoles. Je vais commencer avec les montagnes et je conclurai avec les montagnes. Et pour vous dire que notre conclusion est la suivante, selon notre expérience, 80-85% des patients réagissent bien à la thérapie au Tatoc. Et on obtient des intervalles de jusqu'à 6 années sans progression de la maladie. Ceux qui ont un haut niveau d'expression de récepteurs réagiront particulièrement bien, et ceux qui ont l'expression faible de récepteurs vont réagir mal. Donc, si la tumeur progresse, et nous n'acceptons que des patients qui ont une tumeur qui progresse ou qui souffrent de syndrome carcinoïde ou de douleurs associées à la tumeur. Eh bien, la tumeur doit avoir des récepteurs de la somatostatine, des comptes sanguins et des reins doivent être plus ou moins normaux. Et je vous laisse sur cette diapo et je vous remercie de m'avoir écouté.